Aujourd'hui, on va explorer une idée. Une idée qui semble toute simple, mais qui est en fait incroyablement profonde. L'idée du mouvement. On ne va pas en parler comme d'un simple fait, genre aller d'un point A à un point D. Non. On va le voir comme ce qu'il est vraiment. Un privilège. Un privilège existentiel qu'on ne voit même plus et qui est pourtant si fragile. Bouger. Franchement, quoi de plus normal? On prend le métro, on change de ville, on marche dans la rue. Tout ça, c'est une évidence, non? Eh bien, c'est une évidence jusqu'au jour où, tout à coup, ça ne l'est plus. Et c'est justement en regardant de plus près cette normalité qu'on commence à voir les fissures. Alors justement, commençons par là. Remettons en question cette évidence. Ce qu'on imagine être un droit fondamental, le droit de se déplacer, de choisir où on a envie de vivre, eh bien, en réalité, c'est une construction sociale, et c'est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Pour énormément de gens, c'est même un véritable luxe. Et il y a une phrase, inspirée des travaux de Marie Koch, qui résume ça parfaitement. La capacité de choisir son lieu de vie est un luxe. Voilà, c'est dit. Et cette phrase, elle nous force à faire une distinction super importante. La différence entre une simple adresse administrative, un point sur une carte, et le sentiment profond, intime, d'être chez soi. Pensez-y une seconde. D'un côté, on a la résidence. C'est froid, c'est administratif, une coordonnée GPS, un lieu où on dort, point. Et de l'autre, il y a le chez-soi. Ah ça, c'est tout autre chose. C'est un espace qui nous ressemble, un lieu de sécurité, d'appartenance. Et la quête pour que ces deux choses, la résidence et le chez-soi, ne fassent plus qu'un, eh bien c'est devenu l'un des grands enjeux de nos vies. Ok, maintenant, parlons des murs, qu'ils soient en béton ou complètement invisibles. Parce que les lieux dans lesquels on vit, que ce soit un simple appartement ou une grande institution, ils ne sont jamais neutres. Ils ont un pouvoir immense, soit ils nous aident à être autonomes, soit ils nous enferment. Pour bien comprendre ça, on peut prendre l'exemple de l'accueil des demandeurs d'asile, comme le montre le rapport de fait d'asile. C'est très parlant. D'un côté, on a l'accueil collectif. C'est souvent décrit comme une institution totale, où tout est décidé pour vous. Les repas, les horaires. Et de l'autre, il y a l'accueil individuel. Même si c'est encadré, ça change tout. Ça veut dire pouvoir gérer son propre budget, faire ses propres courses, bref, organiser son quotidien. La différence en termes de dignité, elle est juste énorme. Voilà la preuve qu'un lieu n'est jamais neutre. Jamais. Il éduque ou il enferme. Et attention, ça ne vaut pas que pour les centres d'accueil. Pensez aux maisons de retraite par exemple. L'architecture, la façon dont l'espace est pensé, ce n'est pas juste une histoire de murs et de couloirs. Ça touche au cœur de l'expérience humaine, à notre capacité à agir sur notre propre vie. Et c'est là que ça devient fascinant. Même dans les lieux les plus contraignants, l'envie d'autonomie, elle, ne disparaît jamais. Il y a toujours cette étincelle. On peut toujours reconquérir son pouvoir d'agir. Et parfois, ça passe par des gestes qui peuvent paraître tout petits, mais qui sont en fait immenses. L'autonomie, ce n'est pas un grand discours, un acte révolutionnaire. Non, c'est un chemin. C'est faire ses propres choix, même les plus simples. C'est prendre soin de soi. C'est se souvenir de ce qu'on sait faire et le faire. C'est participer. Chacune de ces petites étapes est une victoire. C'est ce qui transforme une personne qu'on dit prise en charge en un acteur de sa propre vie. En fait, c'est ça la résilience. Bon, tout ça, ce pouvoir d'agir, c'est à l'échelle de l'individu. Mais ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Alors maintenant, on va dézoomer, on va essayer de comprendre les grandes forces à l'échelle mondiale qui organisent notre liberté de mouvement et qui, bien sûr, créent des inégalités profondes. Parce que bouger, c'est aussi une question d'existence collective. Et pour comprendre ça, il y a un mot-clé, la globalisation. Alors attention, c'est important de faire la différence avec le mot mondialisation, qu'on utilise plus souvent. La mondialisation, c'est l'échange entre les nations. La globalisation, comme le décrivent les experts, c'est autre chose. C'est un processus qui dépasse les États, qui passe au-dessus. C'est une nouvelle réalité, à l'échelle de la planète, qui redessine tout, le commerce, la communication et bien sûr, les mouvements des êtres humains. Et face à cette nouvelle donne, forcément, on a vu apparaître plein d'institutions internationales. Ça a commencé dès les années 90 avec la conférence de l'ONU au Caire, et ça continue aujourd'hui avec des groupes comme le Groupe mondial sur la migration. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Eh bien, ils essaient de construire une sorte d'ordre migratoire mondial. Autrement dit, une tentative de mettre des règles, de structurer et, il faut le dire, parfois de contrôler la liberté de mouvement sur toute la planète. Cette globalisation, elle ne touche pas tout le monde de la même manière, loin de là. En gros, on peut voir 3 grandes expériences de la mobilité aujourd'hui. D'abord, il y a la mobilité qu'on pourrait appeler privilégiée. C'est un vrai choix, on part parce qu'on en a envie, on a les moyens. Ensuite, il y a la mobilité générationnelle. C'est l'idée que bouger, c'est bien, que la sédentarité, c'est dépassé, mais avec le risque de ne plus avoir de port d'attache. Et enfin, il y a la mobilité subie, la mobilité forcée, celle qui est dictée par la pauvreté ou le climat. Et là, on n'est plus dans le choix, on est dans la survie. On a une vraie hiérarchie, une stratification du droit de bouger. Et cette hiérarchie, parfois elle est théorisée.
elle devient un outil politique. Prenez cette citation de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, qui parlait de l'ivoirité en 96. Il disait « La cohérence même suppose la fermeture ». La phrase est terrible, mais elle est très claire. Elle montre comment on peut prendre un concept d'appartenance et le retourner pour justifier l'exclusion, pour fermer les frontières, pour décider, de manière arbitraire, qui a le droit d'être chez soi et qui ne l'a pas. Ok, on a fait ce grand détour par la politique mondiale. Maintenant, pour finir, revenons à l'essentiel, à l'échelle humaine. Parce qu'au fond de tout ça, cette grande quête de mobilité, c'est avant tout une quête d'un lieu pour simplement être. Une recherche presque philosophique de son chez-soi. On a tendance à penser que bouger, c'est fuir quelque chose. C'est un arrachement. Ce n'est pas toujours ça. Pour beaucoup, bouger, c'est la condition même pour exister. C'est le moyen de se trouver, de se construire, de faire en sorte que qui on est à l'intérieur coïncide enfin avec l'endroit où on est à l'extérieur. C'est juste exister. Alors on pourrait finir avec cette question. Et si ce qu'on tient pour acquis, pour totalement normal, cette simple liberté de mouvement, de choisir sa porte d'entrée, et si c'était, en réalité, le plus fragile de nos privilèges ?